8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci de venir répondre à mes questions et dévoiler ce matin ce plan de lutte contre la fraude sociale. Vous êtes le ministre en charge des comptes publics, autrement appelé ministre du budget. On va essayer de comprendre avec vous les mesures que vous allez mettre en place, l'ampleur de la lutte, de la fraude elle-même. D'abord cette question, la fraude sociale, c'est quoi ? La fraude sociale, c'est soit des cotisations sociales qui ne sont pas versées par des employeurs, donc du travail dissimulé, soit des prestations maladie qui ne devraient pas être reçues ou prises en charge par la sécurité sociale parce qu'on n'a pas le droit à l'assurance maladie. Des personnes, par exemple, qui viennent sur notre sol qui n'ont pas accès à l'assurance maladie universelle, soit des allocations qui sont reçues alors même qu'on n'a pas droit à les recevoir pour des questions de ressources, par exemple. Mais qui sont les fraudeurs et combien sont-ils ? Il y a des évaluations qui sont faites caisse de sécurité sociale par caisse de sécurité sociale. Si on prend la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, qui verse les allocations familiales, le minimum vieillesse, les APL, le RSA, la prime d'activité, ils ont récemment produit une évaluation qui estime autour de 2,8 milliards d'euros par an la fraude aux allocations sociales. C'est l'équivalent du budget du ministère des Affaires étrangères. Et dans leur étude, ils estiment qu'il y a entre 7-8% d'allocataires qui auraient eu un cas de fraude. Ça fait autour de 900 000 personnes si on rapporte au nombre d'allocataires. Ça veut dire quoi ? 2 milliards 800 000 euros 800 millions d'euros. D'allocs qui sont donnés à des gens qui ne pourraient pas y prétendre. C'est l'évaluation qui a été faite par la Caisse nationale d'allocation familiale. Donc on voit bien... C'est des gens qui disent on est parents isolés alors qu'en fait on n'est pas parents isolés. Par exemple, ou sur le RSA, des personnes qui disent j'ai pas de ressources donc je demande le RSA alors même qu'ils ont des ressources par ailleurs. Que ce soit un travail qui n'est pas déclaré, ça peut être aussi sur du minimum vieillesse, des personnes qui le touchent alors qu'elles n'y ont pas droit, ça peut être des personnes qui touchent une allocation qui est soumise à condition de résidence en France alors qu'elles passent une partie importante de leur temps, si ce n'est la majorité de leur temps, dans un autre pays que la France. C'est ce type de fraude qui peut exister, mais encore une fois, il n'y a pas que ça dans la fraude sociale, il y a aussi la fraude aux cotisations sociales des entreprises. Et puis les questions de plus globalement, il y a la question des fraudes aux allocations sociales, à la santé. La Cour des comptes estime que c'est 6 à 8 milliards d'euros qui sont ainsi fraudés, qui sont donc pris dans les comptes de l'État. Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat global ? Oui, même globale. si, encore une fois, c'est toujours dur d'avoir une estimation extrêmement précise, parce que si on savait exactement combien il y a de fraude, on saurait où elle est, on irait la chercher. Mais effectivement, c'est des ordres de grandeur qui sont avancés par la Cour des comptes, et moi j'ai beaucoup de respect pour le travail de la Cour des comptes. Ça montre qu'on a des marges de progression et qu'il faut franchir une nouvelle étape, c'est ce que je propose avec le plan. On a beaucoup progressé ces 5 dernières années. Sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le montant des redressements, c'est-à-dire de la fraude qu'on identifie, a augmenté de 35%. C'est beaucoup. Moi, je souhaite qu'on aille encore plus loin et donc que dans ce quinquennat qui s'ouvre, on augmente de 100%. C'est-à-dire très concrètement que nos résultats en 2027... Vous dites pas, on va supprimer toutes les fraudes. C'est évidemment l'objectif qu'on poursuit toujours. Moi, ensuite, j'essaye d'avancer des objectifs qui sont crédibles. Sinon, on me dirait, mais vous parlez, mais comment vous allez faire, etc. Oui, mais en même temps, c'est-à-dire que vous partez déjà perdant. Non, vous partez en disant, il y a un certain nombre de trous dans la raquette, on n'arrivera pas à mettre fin à toutes les fraudes. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'on part de loin. Et qu'on est parti de loin en 2017, quand on s'est attaqué à ce sujet, qu'on a progressé de 35%. Là, je veux qu'on aille encore plus loin, en doublant nos résultats en 2027 par rapport à 2022. Ensuite, dans ce plan, on lance des chantiers extrêmement structurants qui vont continuer et monter en puissance dans les années qui viennent. L'objectif, évidemment, c'est de mettre un terme à la fraude. Alors on le disait, il y a plusieurs chapitres de fraude en quelque sorte que vous avez distingués. Il y a la fraude aux prestations de santé, il y a la fraude aux cotisations, en gros le travail au noir, il y a la fraude aux allocations et puis il y a la fraude aux prestations perçues pour des gens qui ne vivraient pas en France mais qui vivraient à l'étranger. On va les prendre une par une et voir comment vous vous y attaquez. La fraude aux prestations de santé d'abord, le problème des cartes vitales. Vous dites que l'une des pistes, c'est de fusionner carte vitale et carte d'identité. C'est une piste ou c'est une annonce véritable ? Est-ce que ça va être fait ? Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a encore quelques années, le sujet en France, c'est qu'on avait des cartes vitales en trop. C'est-à-dire des cartes vitales qui circulaient et qui, en réalité, ne correspondaient pas à des assurés qui avaient le droit d'avoir une prise en charge de leur maladie en France. Ces dernières années, on a désactivé 2 300 000 cartes vitales en trop. Ça veut dire qu'il y avait... Pardon, c'est quand même colossal. Il y avait 2 300 000 cartes vitales. C'était pas juste un fantasme, c'était une réalité. Quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, oui. Alors, en partie, pour être très précis, il y avait des doublons, notamment des personnes qui auparavant avaient été au RSI, le régime des indépendants, puis avaient basculé sur le régime général. Donc, il y avait une grosse partie de doublons. Mais on a désactivé 2 300 000 cartes vitales dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il n'y a plus de fausses cartes vitales ou de cartes vitales qui ne correspondraient pas à un assuré ? Il en reste quelques centaines
quelques centaines, et on s'attache évidemment à aller jusqu'au bout et à les désactiver, mais aujourd'hui, le sujet n'est plus celui-là. Quelques centaines uniquement, pour vous, c'est une évidence. 942 très exactement, selon le rapport de la mission de l'inspection générale des affaires sociales. Aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? C'est des cartes vitales qui sont utilisées par des personnes qui n'ont pas le droit à se faire rembourser leurs soins. Parce que les chiffres, quand vous dites 942, c'est ultra précis. Ouais. Ça veut dire que vous arrivez à ce degré de précision. Oui, parce qu'il y a une mission de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances qui a travaillé sur ce sujet, qui a pris les données aujourd'hui des cartes vitales et qui les a croisées avec les données de l'INSEE, des recensements. Il y a un chiffre aussi qui circule qui dit qu'il y a 58 millions de cartes vitales actives. Ouais. Ça, c'est ce que dit la Cour des comptes en mai 2023, et qu'il n'y aurait de porteurs réels que 55,4 millions. Donc moi, j'arrive pas aux 900. Non, parce qu'en fait, là, la Cour des comptes s'appuie sur un fichier qui s'appelle... On va rentrer dans de la technique. Oui, mais moi, je voudrais quand même comprendre. C'est important, comprendre. vous avez raison. Le SNIRAM, qui est un fichier où il y a un certain nombre de personnes, notamment les enfants, les ayants droit, qui sont comptés 2 fois, puisqu'ils sont comptés pour chacun de leurs parents. Donc, moi, je pense que ceux qui peuvent faire la lumière sur ce sujet-là, c'est l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances, qui a un rapport qui va être publié, qui a déjà recommencé à l'être, puisque je crois que votre antenne l'a sorti, qui montre classe d'âge par classe d'âge combien de personnes ont droit à une carte vitale et combien il y a de cartes vitales qui circulent. Ça permet de faire la transparence sur ce sujet-là. Une fois qu'on a fait cette transparence, une fois qu'on a fait ce travail, en gros, de vérifier qu'une carte vitale égale véritablement un assuré, vous voulez fusionner, donc, carte vitale, c'est rajouter une puce de carte vitale sur la carte d'identité. Aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? C'est que vous avez des personnes, ça peut arriver, qui viennent en France pour se faire soigner et qui utilisent une carte vitale qu'on leur prête ou qu'on leur loue, bref, une carte vitale qui n'est pas la leur. Aujourd'hui, il y a plus de 30% des cartes vitales sur lesquelles il n'y a pas de photo, par exemple, puisque c'est des cartes vitales anciennes qui ont été gardées, il n'y a pas de date de péremption. À partir de là, vous avez plusieurs possibilités. Certains avaient mis en avant la carte vitale biométrique. La mission de l'IGAS et de l'IGF qui a été réalisée écarte cette piste-là. La CNIL y est opposée, ça coûte très très cher. Et par ailleurs, il y a des enjeux pratiques réels. Les médecins vous disent... On n'a pas le temps, nous, de prendre les empreintes digitales de nos patients. Et par ailleurs, ce n'est pas totalement notre rôle. Puis quand vous êtes malade, que vous êtes cloué au lit, que vous avez besoin de médicaments, en général, vous envoyez quelqu'un, un de vos proches, chercher les médicaments. Si vous devez donner vos empreintes digitales à la pharmacie, on voit que c'est compliqué. L'autre piste qui est mise en avant par cette mission d'inspection qui a été réalisée, c'est effectivement de faire migrer la carte vitale sur la carte d'identité. C'est-à-dire que sur la puce de votre carte d'identité... Mais j'ai toujours pas compris, Gabriel Attal, si c'est une option ou si c'est une décision que vous avez prise. Ça va être fait. C'est ce vers quoi on souhaite aller, bien sûr. Mais non, on souhaite, on va. Bien sûr, c'est ce vers quoi on va aller, si vous préférez que je le dise comme ça. Bah maintenant, oui, je voudrais savoir. Et maintenant, la question, c'est comment et quand. Et vous avez raison. Parce que l'enjeu, évidemment, c'est que ce chantier-là ne se traduise pas par des difficultés concrètes pour des Français. Il y a aujourd'hui des difficultés pour avoir une carte d'identité. Hier soir, j'ai regardé, en effet, ne serait-ce que moi, dans ma commune, si je voulais refaire juste une carte d'identité simple, sans la carte vitale fusionnée avec, le premier rendez-vous qu'on me donne, c'est le 27 juillet. Oui. Donc ça, c'est déjà le cas aujourd'hui pour refaire son passeport ou sa carte d'identité. C'est pour ça qu'on ne va pas appuyer sur le bouton, entre guillemets, et faire cette bascule du jour au lendemain, alors même qu'aujourd'hui, il y a encore des difficultés pour avoir une carte d'identité. Donc ça ne peut s'envisager... C'est largement théorique, en fait. Non, pas du tout. Ça ne peut s'envisager que quand on sera revenu à la normale. Mais on va revenir à la normale. La Première ministre a annoncé des moyens très importants pour réduire les délais. Ils ont déjà commencé à être réduits. Ensuite... Ça veut dire que vous imaginez à quand? Vous imaginez quoi? Dans 6 mois, on peut imaginer un début? Je lance là, cet été, une mission de préfiguration qui doit nous dire quel calendrier est possible, quelles modalités sont possibles. Je lui demande qu'elle nous remette son rapport avant la fin de l'année pour qu'on regarde quelles sont les modalités et quel est le calendrier pour y arriver. Si on reprend les choses, ça veut dire que vous commencez à dire que ce serait une bonne idée. D'ici la fin de l'année, on va vous dire si c'est réaliste. Non, et ça veut dire que ça ne sera véritablement fait que quoi, dans 2 ans? Je ne crois pas du tout, puisque le rapport que j'évoquais tout à l'heure, dont vous avez eu une copie, entre guillemets, et que vous avez diffusé ce matin, précisément montre que c'est possible. L'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances dit c'est possible. Sur le calendrier, sur les modalités. Aujourd'hui, c'est ce qui existe en Belgique, c'est ce qui existe au Portugal, c'est ce qui existe en Suède. Je veux bien qu'on ait plein de problèmes en France, qu'on dise en permanence qu'il y a des choses qui sont impossibles. C'est possible en Belgique, au Portugal, en Suède. Une carte, une puce qui marche pour la carte d'identité et pour la carte vitale.